Alors que les habitants de Gaza font face à une mort atroce due à une famine orchestrée, l'UNRWA est tellement préoccupé par la situation humanitaire que certains de ses États membres ont réduit le financement de l'UNRWA et augmenté les armes à Israël. Les États-Unis sont tellement troublés qu'ils construisent un quai et larguent de la nourriture. Mais il y a déjà des centaines de camions à la frontière, pleins de fournitures. Ils sont empêchés de traverser par le même Israël, auquel les États-Unis envoient 17,6 milliards de plus en aide militaire. Quelle sorte de monstres malades sont-ils? Ursula von der Leyen a annoncé des plans pour une commission de défense si elle reste au pouvoir pour le prochain mandat. Ce mouvement vers une commission de défense signifie essentiellement la nomination d'un commissaire à la guerre. Cela soulève la question, pourquoi n'y a-t-il pas de commissaire à la paix? Ce qui a commencé comme une union économique évolue rapidement en une union militaire. Ce développement est une excellente nouvelle pour ceux qui profitent de la guerre, mais inquiétant pour les citoyens européens qui voient une quantité croissante de leur argent acheminé vers le complexe militaro-industriel. Malgré le conflit en cours, aucun effort significatif n'a été fait pour travailler en faveur de la paix en Ukraine au cours des 2 dernières années. De plus, la visite de la commissaire von der Leyen à Tel Aviv pour approuver des actions contre les Palestiniens a conduit l'UNRWA à soutenir ce que beaucoup considèrent comme un génocide. Ce soutien à un projet colonial de peuplement sioniste et la réponse de l'UNRWA aux actions d'Israël à Gaza ont ôté tout prétendu engagement envers les droits de l'homme et le droit international. Les atrocités quotidiennes, les bombardements continus, le nettoyage ethnique, l'obstruction de l'aide et maintenant l'utilisation de la famine comme arme de guerre ont mis à nu la position de Berne. Merci, Président. Nous regardons avec horreur le génocide diffusé en direct à Gaza. Nous voyons l'aide délibérément entravée, laissant les gens affamés. Pendant ce temps, le peuple Maasai est déporté de ses terres ancestrales à Ngoro. Les femmes et les enfants sont abattus s'ils refusent de partir. Des centaines sont morts ces derniers mois, faute de produits sanguins et de soins de santé de base. Ils ont besoin de 9000 sacs de maïs pour assurer leur survie de base. Le peuple sahraoui est également exilé de sa terre, ses précieuses ressources volées par le Maroc, avec qui nous faisons affaire. Alors que 67% de leur population dépend des paniers du Programme alimentaire mondial, ils ne reçoivent que 10% du financement dont ils ont besoin. Ce sont des crises humanitaires qui nécessitent une réponse humanitaire. Mais ce ne sont pas des tragédies inévitables. Elles sont la conséquence d'actions humaines, de projets coloniaux séculaires et d'efforts pour chasser les gens de leurs terres. Et l'UNRWA, qui devrait intervenir pour soutenir les efforts diplomatiques et le droit international, est complice du bain de sang du génocide israélien et a perdu toute crédibilité. Les sanctions de l'UNRWA, lorsqu'elles ne se retournent pas contre les Européens ordinaires, dévastent les gens ordinaires dans le Sud global. À des majorités écrasantes, l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont à plusieurs reprises condamné les types de sanctions unilatérales que l'UNRWA et les États-Unis appliquent contre les pays plus pauvres. Ils ont déclaré que ces sanctions nuisent de manière disproportionnée aux plus vulnérables et sapent les droits humains des personnes. À maintes reprises, ils ont appelé l'Occident à cesser de les adopter et de les mettre en œuvre. Pourtant, nous voici non seulement en ignorant cette condamnation mondiale, mais aussi en allant plus loin en criminalisant ceux qui osent ne pas s'y conformer pleinement. Pendant ce temps, nous refusons d'imposer une sanction à laquelle nous sommes légalement obligés de nous soumettre, un embargo sur les armes contre Israël. Voilà, mes amis, ce qu'on appelle l'ordre international fondé sur des règles. 60% des personnes dans le monde qui dépendent de l'aide humanitaire se trouvent dans des pays sous sanctions. La plupart ont besoin d'aide à cause des sanctions.
Les sanctions sont des armes de guerre. Dans le Sud global, elles affament et détruisent, et elles n'atteignent presque jamais leurs objectifs prévus. La définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et de s'attendre à un résultat différent. Mais quand il s'agit de droits humains, il semble que l'UOMR a perdu la raison, il y a déjà bien longtemps. Lorsqu'elle a été fondée en 2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime avait un objectif restreint de surveillance des mouvements des navires. Cependant, son rôle s'est élargi pour inclure les opérations de la garde côtière et la surveillance des flux migratoires. L'agence est de plus en plus complice de la militarisation et de l'externalisation des politiques frontalières de l'UMO. De 2018 à 2020, l'agence maritime a loué des drones via une entreprise portugaise. Ces drones étaient fabriqués par la plus grande entreprise militaire d'Israël, Elbit Systems, et le contrat était d'une valeur de 59 millions d'euros. Israël a développé et testé ces drones au combat à Gaza, où ils ont été utilisés dans le traitement brutal et inhumain des Palestiniens. La sécurité des frontières est une partie centrale du programme européen de recherche en matière de sécurité. La Commission a constamment utilisé ce programme pour soutenir le développement d'une industrie européenne de la sécurité compétitive. Cela a conduit au transfert systématique de la technologie militaire à la gestion des frontières. Pendant ce temps, l'industrie de la défense profite immensément alors que nous laissons les migrants se noyer en mer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la première pièce de législation de l'UE concernant les logiciels espions. En l'état actuel, à moins que nos amendements ne soient acceptés, nous légiférons essentiellement pour autoriser son utilisation contre les journalistes. L'UE qui se targue de défendre la liberté des médias et de brandir le drapeau de la démocratie face à l'autoritarisme autorise maintenant l'utilisation de logiciels espions contre les journalistes. Nous savons déjà qu'il a été utilisé contre des journalistes et des politiciens. Nous comprenons qu'il n'est pas possible de réguler efficacement les logiciels espions. Ils sont si destructeurs qu'ils sont classés comme une arme et sont soumis à des restrictions de contrôle des armements. Nous ne tolérons pas l'abus d'armes chimiques ou de bombes à sous-munitions parce que nous reconnaissons que leur utilisation est le problème et nous les interdisons purement et simplement. Le même principe devrait s'appliquer aux logiciels espions. Cette technologie peut prendre le contrôle de votre appareil sans votre connaissance, surveillant toute votre vie et toutes les personnes avec qui vous entrez en contact. C'est abject dans tout État qui prétend être démocratique. Elle a été développée par Israël et testée sur les Palestiniens comme toutes les armes israéliennes. Elle devrait être interdite. Le projet final de l'acte européen de la liberté des médias est décevant, mais cela n'est pas surprenant étant donné l'accent mis par l'UPOMEB sur la promotion de l'industrie de la défense à chaque occasion. Cette législation aurait pu faire une déclaration forte contre l'utilisation de logiciels espions par les États membres sur les journalistes en la déclarant illégale. Au lieu de cela, elle a évité d'aborder directement le problème. La législation stipule maintenant que l'Union européenne respectera les responsabilités des États membres concernant la sécurité nationale. En conséquence, la décision du Conseil de conserver l'exemption de sécurité nationale permet au gouvernement de l'UMO de continuer à déployer des logiciels espions contre les journalistes sous le couvert de la sécurité nationale, contournant le cadre de protection du droit de l'UMO. C'est un pas en arrière à un moment où nous savons que des programmes de logiciels espions tels que Pegasus et Predator ont été utilisés par les gouvernements de l'UMO. Nous ne devrions pas non plus oublier que de nombreuses entreprises israéliennes qui produisent une quantité significative de cette technologie testent leurs produits sur des Palestiniens sous occupation illégale. Et cela me fait me demander, l'acte européen de la liberté des médias ferait quelque chose pour protéger la liberté des journalistes comme Julian Assange?
Nous discutons de l'extension des mesures de libéralisation commerciale pour les produits agricoles de l'Ukraine, en même temps que nous appelons à des sanctions sur les produits alimentaires et agricoles russes et biélorusses entrant dans l'UBailing. L'afflux de grains ukrainiens bon marché a principalement déprimé les prix des grains dans lui-même. Alors que l'UE vise à soutenir l'Ukraine pendant la guerre, la réalité est que les exportateurs agricoles ukrainiens réalisent des milliards de profits grâce aux ventes dans l'UML. Pendant ce temps, les agriculteurs de l'UML font face à des coûts croissants en raison de la guerre et des sanctions contre-productives. Leur revenu est également menacé par les importations bon marché. Par exemple, les producteurs de grains en Irlande voient leurs moyens de subsistance érodés par ces importations ukrainiennes bon marché. Nous devons nous demander pourquoi nous mettons les producteurs de grains en Irlande au chômage pour enrichir de grandes entreprises agricoles en Ukraine. L'UMEP devrait reconsidérer le soutien aux accords commerciaux qui profitent aux spéculateurs et mettre fin à l'enrichissement des fonds spéculatifs. Imposer plus de sanctions à la Russie et au Bélarus n'abordera pas les défis auxquels sont confrontés nos agriculteurs. Arrêter la guerre pourrait aider. Merci, Président. Alors que le peuple de Gaza fait face à une mort atroce due à une famine orchestrée, l'UE est tellement préoccupé par la situation humanitaire que certains de ses États membres ont réduit le financement de l'UNRWA et augmenté les armements à Israël. Les États-Unis sont tellement troublés qu'ils construisent un quai et larguent de la nourriture par avion. Cependant, il y a des centaines de camions à la frontière, pleins de fournitures, empêchés de traverser par le même Israël auquel les États-Unis envoient 17,6 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire. Quelle sorte de monstres malades sont-ils? Il n'y aurait pas de famine ni de génocide à Gaza si Biden retenait Israël. Son soutien a été conscient et inconditionnel. Ainsi, alors que les politiciens irlandais traversent honteusement l'Atlantique pour célébrer la Saint-Patrick et rendre hommage à ce boucher, ils devraient se rappeler que notre histoire et notre relation avec les États-Unis découlent de notre famine. Les Irlando-Américains devraient savoir que le peuple d'Irlande est contre le génocide. Nous sommes avec la Palestine. Notre jour viendra. Ce rapport critique le Hamas et la Russie, mais ne dit rien de négatif sur Israël. Au lieu de cela, il suggère que nous devrions continuer à travailler pour la paix et la stabilité dans la région. Cependant, le concept de paix et de stabilité semble inatteignable lorsque nous ne pouvons même pas plaider pour un cessez-le-feu inconditionnel. Cela alors que les États membres de l'UEPOMEM continuent de fournir des armes et une aide financière à un régime accusé de commettre un génocide. Lors de la campagne d'Israël à Gaza, décrite comme génocidaire, la Banque européenne d'investissement a approuvé des prêts de 650 millions de livres pour des projets d'infrastructures israéliens. Maintenant, avec plus de 12 000 enfants morts, les enfants à Gaza meurent de faim alors qu'Israël impose des conditions de famine à 2,3 millions de Palestiniens. Malgré cela, la droite a l'audace de proposer un amendement pour arrêter le financement de l'UNRWA. Le PPE a proposé de rendre tous les fonds de l'UME au Moyen-Orient et en Afrique du Nord conditionnels à la reconnaissance d'Israël. Ce mouvement assimile sans vergogne la critique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. Similar trade your small Mernheim the Ramim. En lisant la résolution sur l'Afghanistan à côté de celle sur Gaza, il est difficile de croire qu'elles ont été négociées par le même Parlement. Les talibans sont à juste titre condamnés pour leur traitement des femmes et des filles, avec la résolution stipulant qu'ils doivent être tenus responsables de leurs crimes par des sanctions. Cependant, dans le cas de Gaza, seul le Hamas est condamné. Le blocus israélien a entravé les efforts humanitaires, mais cela n'est pas mentionné dans le texte. Les forces israéliennes sont accusées d'avoir exécuté extrajudiciairement des hommes, des femmes et des enfants, d'imposer des conditions de famine et d'utiliser la famine comme une arme de guerre contre 2,3 millions de civils.
Cette situation est présentée comme si c'était une catastrophe naturelle et non une situation créée par l'homme. Les talibans, malgré leurs graves abus des droits de l'homme, n'ont pas tué des dizaines de milliers de civils. Pourtant, ils font face à une critique internationale sévère. En contraste, la communauté internationale échoue à adresser de manière adéquate les actions du régime israélien, possiblement en raison d'une complicité dans ces actions. Cette disparité soulève de sérieuses questions sur les priorités et les valeurs de cette institution. Merci, Président. La résolution de cette semaine sur l'Afghanistan est un véritable tour de force. Vraiment. Elle inclut du gaslighting, un féminisme de façade et une préoccupation armée. Tous les grands classiques. La résolution passe sous silence 20 ans de guerre et d'occupation par l'OTAN qui ont apporté souffrance, mort et destruction aux femmes d'Afghanistan. Elle ignore l'empowerment et la consolidation des talibans résultant de cette guerre et occupation. Elle ne réfléchit pas au fait que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en prétendant sauver les femmes afghanes, mais au lieu de cela, ils ont tué et mutilé des dizaines de milliers d'entre elles, laissant la grande majorité dans une situation pire qu'auparavant. La dernière chose dont les femmes afghanes ont besoin, c'est de plus de préoccupations occidentales, de plus de points de fer dans un gant de velours. Car tant que l'Occident ne commencera pas à faire face aux 23 ans de violence et de douleur qu'il a apporté aux femmes d'Afghanistan, il ne sera jamais en position de provoquer un changement. Tous les artefacts, trésors nationaux et œuvres d'art volés ou pillés par les pays au cours de l'histoire devraient être restitués, y compris les trésors nationaux restants de la Russie. Cependant, nous appliquons rarement le même niveau de scrupule à nos propres États membres. Par exemple, la France s'est livrée à 2 des pires cas de pillage d'œuvres d'art au cours des derniers 500 ans. D'abord sous Napoléon, puis sous le gouvernement de Vichy. En 2024, la moitié de toutes les œuvres d'art volées par Napoléon restent encore en France. De plus, les musées britanniques sont remplis d'artefacts volés. Y a-t-il une chance qu'ils commencent à les rendre à leurs propriétaires légitimes? Récemment, de l'argent a été volé à la Banque centrale afghane par des Américains et déposé dans des banques suisses et certaines banques britanniques. Y a-t-il une chance qu'il soit restitué, compte tenu de son besoin à des fins humanitaires en Afghanistan? De plus, les banques britanniques ont pris de l'argent au Venezuela. Il y a de l'or à Londres qui appartient aux Vénézuéliens, mais il a été pris par les Britanniques. Peut-être que l'ULERI devrait exercer une certaine pression sur tout le monde pour rendre ce qu'ils ont volé. Il y a beaucoup de voleurs autour de nous. Nous parlons souvent dans l'URML des droits de l'homme, des valeurs de l'UELing et de la défense de la démocratie face à la menace de l'autoritarisme. Pendant ce temps, la présidente de la Commission et la droite concluent des accords avec des pays comme la Tunisie pour externaliser les frontières de l'UELM vers des dictatures répressives. Ceci n'est guère surprenant, étant donné le soutien de von der Leyen aux actions à Gaza par le régime israélien, qui a été fortement critiqué. Cela remet sérieusement en question les prétentions de l'UNPO à être un défenseur du progrès et de l'humanité. Pendant des centaines d'années, nous avons commis des actes de génocide et de pillage, utilisant nos gains pour nous enrichir. Nous avons étranglé de nombreux mouvements indépendants avec des pièges de dette et forcé le sous-développement à travers des programmes d'ajustement structurel. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les gens fuient les retombées des guerres de changement de régime de l'OTAN, le changement climatique causé par le Nord développé et l'impact néolibéral du FMI et de la Banque mondiale. Et que faisons-nous? Nous payons d'autres pour détenir et tuer ceux qui cherchent une vie meilleure que celle que nous avons contribué à créer pour eux. Merci encore, Président. J'étais vraiment content de voir cette motion déposée et j'ai voté pour. Il est grand temps que ce Parlement prenne au sérieux la limitation du pouvoir de la Commission, parce que la Commission, en particulier son président, est hors
de contrôle. Et si vous vous souciez de l'état de droit, cela devrait vraiment vous déranger. Ce n'est pas seulement que la Commission agit sans mandat en ce qui concerne l'accord avec la Tunisie. Nous avons également vu Ursula von der Leyen, sans aucun mandat, saper la politique des États membres envers le plus grand partenaire commercial de l'Europe, la Chine. Elle a pris parti pour ses chefs à Washington, au-dessus des gouvernements européens avec lesquels elle est censée travailler. Nous l'avons vu prendre en main les prérogatives des États membres en matière de politique étrangère, avec son voyage en Israël et ses déclarations répétées du soutien inconditionnel de l'Europe pour Israël. Et en réponse à ce coup d'État progressif, rien. Quelques mots discrets d'inquiétude derrière les portes closes du Conseil ne suffisent pas. Nous avons des lois, nous avons des traités. Lorsque quelqu'un commence à les ignorer, cela devrait tous nous préoccuper. Espérons que la motion d'aujourd'hui est un petit signal que le Parlement commence enfin à s'en rendre compte.